Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'histoire de la notion d'atome. C'est 2500 ans d'histoire. Cette notion arrive avec Démocrite, 500 ans avant Jésus-Christ. Démocrite se dit, que se passe-t-il si je divise la matière? Par exemple, il a un verre d'eau, il prend que la moitié de l'eau. Et puis dans la moitié qu'il a prise, il divise encore, et puis il divise. Et bien il y a deux possibilités, dit Démocrite. Soit à la fin il ne reste rien, mais c'est pas très satisfaisant. Soit à la fin il reste quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Eh bien, je pars sur cette idée, et ce quelque chose qu'on ne peut pas diviser, je l'appelle atome. L'atome, c'est une notion philosophique. Ce n'est pas le résultat d'une expérience. C'est le résultat d'une idée que l'on développe et sur laquelle on apporte de la réflexion. Donc, l'atome pour Démocrite, c'est un solide, c'est dur, c'est indéformable, c'est indivisible, par nature même, puisque c'est la fin des divisions, on arrive à l'atome. Ça peut être lisse ou rugueux, alors ça va être lisse quand c'est un atome de pierre, ça va être rugueux si c'est un atome de bois, ça peut être crochu, recourbé pour prendre des formes, pour s'accrocher, ça peut être rond, et c'est séparé par du vide. C'est-à-dire que pour Démocrite, la matière, c'est soit un atome, soit du vide. Pour Platon, une centaine d'années après, la matière, il ne l'interprète pas comme cela. Il considère non pas des atomes d'un petit peu tout, mais 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, qu'il représente avec un des solides parfaits qu'on appelle maintenant solide de Platon. Le tétraèdre, c'est 4 faces identiques, l'octaèdre 8 faces identiques, l'icosaèdre 20 faces. Tout ça, ce sont des triangles, et si les faces sont des carrés, c'est le cube. Eh bien, il attribue à chaque élément un symbole qui est un solide. Alors, il y a des relations, par exemple, vous voyez, l'eau, c'est le plus arrondi des solides, c'est-à-dire c'est normal puisque l'eau, ça coule, alors que la terre, ça ne roule pas, c'est stable, et bien ça va être le cube. Et donc, quelle est la différence entre des éléments et des atomes? Eh bien que les atomes, c'est la plus petite division de quelque chose, alors que les éléments, c'est ce qui compose quelque chose. C'est-à-dire que dans du fer, il y aura par exemple beaucoup de terre et un peu de feu. Dans un arbre, il y aura surtout de l'eau et de l'air, par exemple. Donc ceci, c'est une notion très différente de la notion d'atome. Alors, ces 4 éléments, en fait, font partie d'une liste où il y en a 5. Il y a les 5 solides de Platon, qui sont les solides réguliers, et le cinquième, eh bien, il l'attribue à l'éther. En effet, pour Platon, eh bien, la matière, elle baigne dans quelque chose qu'il appelle éther, et ce quelque chose, il ne sait pas très bien ce que c'est, mais il se doute bien que ça existe, et il lui donne le symbole du dodécaèdre, qui est le 5e solide de Platon. Cette idée d'atome a permis de développer une philosophie qu'on appelle l'atomisme, et toutes les civilisations, qu'elles soient hindoues, bouddhistes, musulmanes, chrétiennes, ont eu des philosophes qui ont développé l'atomisme. Par exemple, Nicolas d'Autrecourt, qui était un théologien français au XIVe siècle, a été jugé comme hérétique par le pape parce qu'il pense que la matière et l'espace et le temps sont constitués d'atomes. Alors on va dire, mais pourquoi est-ce que le pape se mêle des atomes? Eh bien parce que de considérer que tout ceci est fait d'atomes est contraire au dogme chrétien de la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin se transforment, pour les catholiques à cette époque-là, se transforment effectivement en corps et en sang du Christ. Mais si la matière est constituée d'atomes, cette transformation devient impossible. C'est donc une hérésie, et Nicolas d'Autrecourt est condamné à brûler tous ses écrits, tout son travail a dû être brûlé, et il est mis dans un lieu où il ne peut plus enseigner. Une autre philosophie est celle du corpularisme, dont Descartes et Newton, qui sont les plus grands penseurs de leur temps, Descartes en France et Newton en Angleterre,
c'est bien ces grands esprits sont adeptes du corpularisme, qui acceptent l'idée que la particule de matière est une notion intéressante, mais qui rejettent plein d'idées sur les atomes et sur les idées de l'atomisme. L'atome moderne est une idée complètement différente de l'atome de Démocrite et de tous ses successeurs. Et cet atome est basé sur des travaux de Lavoisier qui montrent à la au milieu du XVIIIe siècle, qu'il existe une notion qu'on appelle la notion d'élément chimique et que cet élément se conserve. Alors, c'est des éléments qui sont différents de ceux de Platon, au sens où, par exemple, avant Lavoisier, eh bien, on considère du carbone que l'on fait brûler. Eh bien, au départ, il y a du carbone, puis il y a du feu, puis il n'y a plus rien. Alors que pour Lavoisier, au départ, il y a du carbone et de l'oxygène. Le feu, c'est une transformation. Et à la fin, il y a du dioxyde de carbone, qui est également de la matière, et la masse de dioxyde de carbone produite est exactement égale à la masse initiale de carbone plus de celle d'oxygène. Et donc on voit qu'on est dans des notions expérimentales, il y a des mesures, il y a des pesées derrière ces idées. Et cette idée a permis à Dalton d'introduire expérimentalement la notion d'atome. En effet, dans ses réactions chimiques sur l'azote, il montre qu'il existe 3 oxydes d'azote, N2O, NO et NO2. Il se dit, c'est quand même intéressant qu'il n'y ait pas NO 1,2 ni NO 2,74. C'est toujours des nombres entiers. Eh bien, l'interprétation qu'il donne à ces expériences, c'est que la matière est constituée d'atomes. C'est-à-dire, 2 boules d'azote et une boule d'oxygène, ça va donner ça. Ou bien, 2 boules d'oxygène, une boule d'azote. Mais comme l'atome n'est pas sécable, on ne peut pas avoir des formules avec des nombres non entiers. Et donc, là encore, l'atome est issu d'une réflexion sur des expériences. Pendant tout le XIXe siècle, on croit ou on ne croit pas aux atomes. Alors, on peut se poser la question, mais Dalton ayant montré l'existence des atomes, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'y croient pas? Eh bien, tout simplement parce que on a découvert de nouveaux éléments chimiques, donc c'est la continuation des travaux de Lavoisier, mais éventuellement sans croire à la notion d'atome. Il n'y a pas besoin de croire aux atomes pour découvrir des éléments chimiques, ce qui était le cœur de la recherche de l'époque. Et en plus, comme les atomes, on ne les voit pas, bon, eh ben, ça sert à peu près à rien d'avoir cette notion, et donc on n'y croit pas. Et à force de découvrir des éléments chimiques, eh bien, Mendeleïev a réussi à les classer et a produit la classification périodique uniquement à partir d'expériences. C'est la synthèse de toutes les expériences connues à l'époque. Ce qu'on appelle la structure de l'atome, c'est le fait que l'atome est constitué de quelque chose. C'est pas juste une boule, comme le pensait Dalton. Et pour trouver la structure de l'atome, il y a une découverte fondamentale qui est celle de l'électron. Thomson montre qu'il existe des particules 1000 fois plus petites que l'atome. Il ne connaît pas la dimension de l'atome, mais il sait qu'il y a des particules chargées qui sont au moins 1000 fois plus petites que l'atome et qui existent en dehors de l'atome. Il en avait dans son faisceau cathodique et il appelle ça des électrons. Un petit peu plus tard, Perrin esquisse le premier modèle atomique, mais c'est Niels Bohr en 1913 à qui on doit un modèle élaboré, constitué de noyaux et d'électrons, et ceci basé sur des expériences de spectroscopie de l'atome d'hydrogène. Donc on est toujours dans l'expérience, on n'est plus du tout dans la philosophie. En 1924, Jean Perrin publie un livre qu'il appelle Les atomes, un livre qui n'est pas un livre grand public, qui est un livre à destination des physiciens de l'époque, dans lequel il démontre que les atomes ont toute raison d'exister. C'est un livre de belle physique,
Et suite à la publication de ce livre, la totalité de la communauté scientifique croit aux atomes. Ce livre a toujours été réédité et actuellement les éditions du CNRS continuent de le vendre. Einstein, à la même époque, montre que le photon n'est pas seulement une onde, ce qui était connu depuis longtemps, mais également une corpuscule. Et ça, cette dualité onde-corpuscule, Louis de Broglie le généralise à la totalité des corpuscules. Donc l'électron devient une onde, ce qui fait dire à Schrödinger que si c'est une onde, alors il est décrit par une fonction d'onde. Et cette fonction d'onde, elle répond à une équation, h psi égale psi, dont la résolution va donner des informations essentielles sur l'atome. Et cette équation qui a donné naissance, on peut dire, à la mécanique quantique, est tellement importante qu'elle est sur la tombe de Schrödinger. Ici, Erwin Schrödinger et Anne-Marie Schrödinger, décédés en 1960, etc. Eh bien, en grosses lettres, plus gros que Schrödinger, eh bien, h psi égale e psi y figure. La structure du noyau de l'atome n'était pas satisfaisante et c'est Harkin, le premier, qui prévoit l'existence d'une autre particule, qui sera le neutron, qui est nécessaire dans le noyau de la totalité des atomes, sauf de l'atome d'hydrogène. Mais c'est Chadwick, en 1932, qui montre l'existence du neutron. Et pour ça, il a réinterprété une expérience mise au point par Irène et Joliot-Curie. Irène et Joliot-Curie ont été les premiers à manipuler des neutrons, mais ils ne s'en sont pas aperçus. Et c'est Chadwick qui a repris ses expériences parce qu'il pensait que l'interprétation ne pouvait pas coller avec ce qu'il savait de la matière, et il en a déduit que c'était un rayonnement de neutrons, et pas un rayonnement gamma, comme le pensaient Irène et Joliot-Curie. Alors, est-ce qu'on peut voir les atomes? Eh bien, la réponse est oui. Ici, vous avez une photo un peu particulière d'atomes. Donc, comment cette photo est faite? Eh bien, elle est faite grâce à un effet qu'on appelle l'effet tunnel, qui est le passage d'un courant dans des conditions un peu particulières. Si on prend une surface conductrice, donc constituée d'atomes, et qu'on fait défiler une pointe à une très proche distance des atomes, et que l'on fait en plus passer un courant, donc on voit ici le courant qui passe dans la pointe, qui va dans le générateur de courant, qui arrive à l'atome, mais ici, il y a une coupure, c'est-à-dire que le courant ne devrait pas passer. Eh bien, il passe quand même, c'est l'effet tunnel, si la pointe est à moins de, disons, une dizaine de rayons atomiques. Eh bien, comme ce courant a une intensité qui est liée à la distance à laquelle la pointe se trouve de la surface, eh bien, en déplaçant la pointe, on passe par différents bosses et creux, ce qu'on retrouve sur cette photo. Donc, c'est ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel. Et à partir de 1981, il y a énormément de laboratoires qui ont voulu s'équiper en microscope à effet tunnel parce que on pressentait toute la puissance d'un tel outil. En effet, alors c'est pas un petit microscope, ça c'est ça un microscope à effet tunnel, c'est quand même un gros bazar. Eh bien, quand on regarde du graphène, qui est cette formule-là, eh bien on retrouve la structure hexagonale du graphène. Quand on dépose de l'ADN, ici vous avez la double hélice de l'ADN sur une surface, eh bien on retrouve les brins qui s'entrecroisent. Attention, on est ici à l'échelle d'une centaine de nanomètres. Donc il y a 1 millier d'atomes de là à là. C'est une dimension différente. Et puis ici, on voit sur ce qu'on obtient du microscope, et que c'est un traitement de l'image pour obtenir des couleurs qui permettent de voir par exemple cette phthalocyanide sur cette surface. Les images STM sont également utilisées pour des études physico-chimiques, comme par exemple celle des catalyseurs. Quand on considère le sulfure de manganèse et son dépôt sur de l'or, sur une surface d'or,
Donc pourquoi de l'or? Parce qu'on arrive à avoir des surfaces d'or extrêmement plates. Et donc ce dépôt ici forme ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupes, des nanoclusters, c'est des tout petits groupes, ou bien ce même dépôt de sulfure de molybdène sur les véritables supports utilisés en pétrochimie. Donc on constate que c'est la même chose que dans des études plus théoriques. Et on a ici ce même catalyseur à différentes échelles. On voit donc l'importance de l'obtention d'images où on peut descendre jusqu'à l'observation des atomes. Alors si je résume cette évolution de la notion d'atome depuis moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, ici, je vous rappelle que nous avons vu que l'atome était une idée philosophique par Démocrite, que ça a donné lieu à la notion d'atomisme, ce courant philosophique qui a traversé près de 2000 ans de l'histoire de l'humanité. Des gens comme Newton et Descartes ont adopté certaines notions de l'atomisme, ça a donné le corpularisme, et on arrive à l'époque, la révolution scientifique chimique, où Lavoisier introduit l'élément chimique, ce qui permet à Dalton d'introduire la notion d'atome suite à des expériences, et non plus suite à une réflexion, comme les philosophes. Les découvertes d'éléments chimiques se sont alors succédées, ce qui a entraîné la création de la classification périodique. Et ensuite, on a abordé la structure de l'atome autour des années 1900 avec la découverte de l'électron par Thomson, puis la structure de l'atome par Niels Bohr. Enfin, Schrödinger a ouvert la voie de la mécanique quantique avec la résolution de l'équation de Schrödinger, ce qui a permis de comprendre l'atome bien plus en détail et de faire des calculs énergétiques sur cet atome. Chadwick, en 1932, a permis de comprendre finement la structure du noyau de l'atome avec la découverte du neutron. Et ensuite, on arrive à voir les atomes avec les microscopes à effet tunnel, les images STM. Aucune notion n'a traversé ainsi l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec autant d'évolution et autant de participation de philosophes, de chimistes et de physiciens. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.